je suis très contente. Je suis très contente d'avoir et de retrouver des gens, des collègues, des anciens collègues journalistes anglais. Graham Watson, qui a été un pilier britannique dans le Parlement européen, mais un pilier britannique européen. Et est toujours quelqu'un qui était proche des journalistes et qui vraiment, que comme journaliste, je sens beaucoup son absence et mixed feeling parce que j'aurais jamais aimé modérer un débat sur le Brexit, sur la Grande-Bretagne qui s'en va. J'ai jamais passé jusqu'aux dernières minutes et j'avais souvent des débats à la télévision portugaise et jusqu'aux dernières minutes on a pensé que les Anglais à un certain moment ils auraient eu une petite fée qui aurait complètement changé la situation. Malheureusement ils sont partis, ils ont fait ce choix, c'est ça la démocratie, c'est ça aussi l'Europe, pouvoir partir mais aussi pouvoir revenir un jour, qui sait. Et ça, c'est certainement, ça serait certainement un moment important. Alors, on a décidé de faire ce débat 5 ans après le vote Brexit, un Royaume des Unis et Graham Watson, qui est écossais, pourrait nous parler de ça. Mais est-ce qu'une Europe prémunie? Et je crois que l'Europe et la question sanitaire et les vaccins, la course aux vaccins, va peut-être démontrer que l'Europe n'était pas aussi prémunie qu'elle le pensait. Alors, avant de passer la parole à Jack Canning, ancien directeur des relations extérieures du Conseil de l'Europe, qui va un peu introduire le sujet et placer les choses dans le contexte, je voulais juste demander, pour être en règle avec les règlements européens que l'Angleterre ne voulait pas, qu'on va mettre en ligne notre débat et ceux qui ne veulent pas être vus peuvent éteindre leur caméra, mais évidemment, ils continueront à écouter et à voir ce qui se passe, mais nous, on ne pourra pas les voir. Donc, j'aimerais donc que ça soit dit et c'est dit pour être d'accord avec la nouvelle législation. Et je donne tout de suite la parole à Jack Henning, que tout le monde connaît et moi aussi très bien, comme vous le savez. Jack. Merci. Bonsoir et merci beaucoup à tout le monde d'être venu aussi nombreux pour participer à ce débat. Votre intérêt pour ce sujet qui, pour moi, comme pour tant d'autres, reste une affaire poignante, je dirais même une blessure ouverte, sans doute ressentie tout autant par mes compatriotes qui interviendront ici ce soir. Le souvenir le plus triste que je garde de 2016 est du rassemblement la veille du référendum à Trafalgar Square pour commémorer la vie de la députée Jo Cox, fervente pro-européenne, assassinée quelques jours auparavant. En plein milieu de cet événement surgissent subitement, au-dessus de la foule, deux avions déferlant des sortes d'étendards publicitaires appelant à voter Leave, c'est-à-dire à quitter l'Union européenne. Je crois que je n'ai pas besoin de faire un commentaire supplémentaire sur ça, mais ça reste gravé dans ma mémoire. Ce débat ce soir se situe presque 5 ans, jour pour jour, ou mois pour mois tout au moins, après la date fatidique du 23 juin, lorsque ceux qui pouvaient voter, dont je ne faisais pas partie à cause de la loi britannique, ont décidé par une très courte majorité, représentant à peu près 37% de l'électorat britannique, de quitter l'Union européenne. Et n'oublions pas que dans ce scrutin, et l'Écosse et l'Irlande du Nord
ont voté, notamment en Écosse, par une majorité beaucoup plus importante pour rester dans l'Union européenne avec des conséquences que nous allons évoquer tout à l'heure. Je pourrais parler longtemps sur ce que je pense de ce référendum, mais ce soir, on m'a demandé de présenter l'organisation de la soirée et nos orateurs invités qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre depuis divers endroits, ce qui est l'avantage des réunions sur Zoom. Comme vous le savez, d'après le titre du débat, nous posons d'emblée deux questions importantes qui se sont profilées pendant plusieurs années de discussion autour du Withdrawal Agreement, l'accord politique de retrait du Royaume-Uni, et autour du Trade and Cooperation Agreement, l'accord de commerce et de coopération qui a été adopté vraiment de justesse à la fin de l'année dernière, qui est un document juridiquement contraignant et très détaillé. Est-ce que le Royaume-Uni arrivera à surmonter le Brexit encore uni? Et est-ce que l'Union européenne est prémunie pour résister aux chocs économiques et politiques que provoque et continuera à provoquer le Brexit et qui actuellement sont dans une certaine mesure dissimulés par les effets de la pandémie? Le Brexit est un sujet immense. Donc, pour serrer un peu les problèmes, nous allons procéder de la façon suivante avec des propos liminaires d'une dizaine de minutes par chacun de nos orateurs et en commençant par John Litchfield. John Litchfield va aborder les questions économiques et diplomatiques qui se posent pour le Royaume-Uni dans ses relations avec l'Union européenne, avec la France et au-delà, notamment à l'aune de ses ambitions d'acteur important sur la scène mondiale, Global Britain. John, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un journaliste britannique qui couvre l'actualité internationale et surtout européenne depuis une quarantaine d'années. Il a notamment travaillé pendant 19 ans pour The Independent, qu'il a rejoint lors de la création de ce journal en 1997. Comme je lui ai fait remarquer, il n'a fait qu'une erreur pendant sa carrière. Il a quitté le Daily Telegraph, pour lequel il travaillait comme jeune journaliste à Bruxelles, ouvrant la voie à un certain Boris Johnson. Peut-être s'il était resté, le cours de l'histoire aurait changé. Edward Hague sera le deuxième intervenant et c'est un enfant du pays, de l'Alsace. Il abordera ensuite donc le Brexit sous l'angle d'un acteur économique alsacien et français et évoquera les difficultés ou les nouveaux défis auxquels sont confrontées les entreprises françaises et européennes. Édouard, qui est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, a travaillé pour Apple, pour une start-up au Mexique et à San Francisco. Ensuite, il a créé sa propre entreprise spécialisée dans la numérisation de supports photographiques argentiques dans la cité des 4000 à la Courneuve. En 1914, peut-être avec le mal du pays ou peut-être avec le désir pour la bière, il rejoint la brasserie familiale Météor où il a créé la Villa Météor, un lieu de découverte brassicole unique en France. Et depuis février de cette année, il est passé de directeur commercial de l'entreprise à PDG. Une carrière qu'on pourrait qualifier de météorique, ce qui démontre qu'il a dû hériter le dynamisme de sa maman. Ensuite, nous demanderons à Frédéric Béraud, prof à Sciences Po et vice-présidente finance de l'Université de Strasbourg, qui nous expliquera les subtilités du Withdrawal Agreement et du Trade and Cooperation Agreement, notamment en ce qui concerne les relations entre Bruxelles, Londres, Dublin et Belfast, qui posent problème en ce moment, comme vous le savez. Frédéric est spécialisé dans l'enseignement du droit de l'Union européenne, droit du marché intérieur, droit des frontières et j'en passe.
Elle est donc éminemment bien placée pour parler des frontières irlandaises. Frédéric est professeur invité au Collège de Bruges et membre du Centre des études internationales et européennes Jean Monnet, pour ne mentionner que quelques-unes de ses autres fonctions. Enfin, nous avons le grand plaisir et privilège d'avoir ce soir ce Graham Watson qui nous parlera de la situation dans son Écosse natale, où les récentes élections parlementaires semblent avoir donné une impulsion renouvelée aux velléités d'indépendance qui ont pris de l'ampleur depuis le référendum sur le Brexit en 2016. Ce Graham, comme son titre l'indique, est un politique européen reconnu pour ses mérites en Grande-Bretagne, et il y en a fort peu qui sont reconnus. Il y en a qui ont essayé, mais lui, il a vraiment été reconnu pour sa contribution à la politique. Lui, il a fait des études en langue vivante et a travaillé comme interprète au début de sa carrière, mais je pense qu'il ne reniera pas, sa véritable passion a été et probablement reste la politique. Il est fils d'un officier de la Royal Navy et d'une professeure, et il est né sur l'île de Bute, à Rothesay, situé au même niveau que Glasgow. Il est donc éminemment bien placé pour nous parler de ce qui se passe en Écosse. En 1994, il est élu le premier libéral britannique au Parlement européen, où il a été président de la Commission des droits, des libertés des citoyens, de la justice et des affaires intérieures de 1999 à 2002, avant d'être élu chef du groupe libéral-démocrate qu'il a présidé de 2002 à 2009. Il est resté au Parlement jusqu'en 2014, quand les résultats des élections n'ont pas été très favorables pour les libéraux, qui ont perdu beaucoup de sièges. Ce Graham a été président du parti ADLE, c'est-à-dire l'Alliance des démocrates et des libéraux au niveau européen, de 2011 à 2015, et membre du Comité économique et social de l'Union européenne de 2015 à 2020. En outre, il a publié une dizaine de livres, en 2010 particulièrement, Construire une Europe libérale chez John Harper Publishing. Au cours de ses 20 années au Parlement européen, il a cofondé et présidé The Climate Parliament, un réseau mondial de législateurs engagés à accélérer le passage des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables. Alors ça, ce sont nos 4 intervenants invités. Il y en avait un 5e qui était invité, qui n'a pas pu accepter, mais peut-être qu'il nous rejoindra, c'est Charles Tannock, qui est un conservateur, mais un conservateur pro-européen et une espèce rare également. Alors, je rends la parole à la présidente, qui va sans doute la passer à John pour son intervention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jack, de m'a facilité le travail. Donc, je vais directement poser la question à John Litchfield. On dit toujours que les divorces sont jamais faciles, on se déchaîne. Et ça a été le cas. Ça a été le cas avec les vaccins AstraZeneca, n'est-ce pas, où l'Europe a accusé le Royaume-Uni d'avoir pris pour lui la plupart de la production, même la production qui était dans l'Union européenne. Il y a eu la violence en Irlande, que c'était quelque chose que l'Europe voulait éviter. Et on a vu que ce divorce n'a pas facilité la vie. Et puis, John, toi qui as été un journaliste qui a traité des questions économiques, on a vu comment l'impact du Brexit a été beaucoup plus néfaste du point de vue économique pour les Britanniques que pour l'Europe. Et
et le Premier ministre Boris Johnson, qui a été à un certain moment notre collègue, lui qui a toujours voulu montrer que, évidemment, les Britanniques auraient d'autres marchés, ils n'avaient pas besoin de l'Europe. On se trouve avec les exportations pour l'Union européenne qui ont tombé de 40% avec un énorme préjudice, un énorme dégât économique, et que le coût du Brexit est 4 fois plus important au Royaume-Uni qu'en Union européenne. Donc, voilà, est-ce que cette façon de voir les choses et cette réalité, est-ce qu'elle est perçue au Royaume-Uni? Est-ce que les Britanniques croient qu'effectivement, ils ont mal fait de partir? OK. Eh bien, vous avez très bien présenté ce que j'allais dire parce que c'est exactement ce point-là que j'allais adresser. D'abord, j'espère que vous pouvez tous m'entendre et voir. Je pense, j'habite pas en Angleterre, j'habite en France, mais je suis de Turco, ce qui se passe là-bas. Et j'ai l'impression qu'après 3 mois, plus que 3 mois maintenant, après le Brexit réel, après la fin de période de transition, il n'y a pas beaucoup de Britanniques qui se sont rendus compte du mal que Brexit est en train de faire le pays. Vraiment, c'est quelque chose qui n'était pas seulement caché, comme a dit Jack tout à l'heure, mais tout à fait écrasé par le COVID et aussi par le sens de fierté nationale, du fait que le programme de vaccination en Angleterre était très bien conçu et organisé et avec beaucoup plus de succès d'abord, pas maintenant, du programme européen. Donc, finalement, je pense que plus ça change, plus c'est la même chose, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le vote, il y a 5 ans maintenant, qui expliquent pourquoi, après 3 mois, les Anglais ou les Britanniques, je dois dire, ne sont pas vraiment au courant de ce que se passe avec le Brexit réel. D'abord, il y a une insularité qui expliquait le vote, qui explique maintenant, ils ne veulent pas vraiment savoir maintenant ce qui se passe avec le Brexit. C'est un peu caché par le presse tabloïd populaire aussi. Deuxièmement, il y a la chance dans le sens que il y avait beaucoup de chances de côté de vote de Leave en 2016 et il y a beaucoup de chances dans le sens que si on peut dire qu'une épidémie, c'est une chance, que ça a caché les problèmes de Brexit depuis 3 mois. Et troisièmement, finalement, le vote en 2016 a été gagné, je dois dire, comme journaliste, ça a été gagné avec beaucoup de mensonges, des mensonges et des mensonges. Et depuis le Brexit réel au 1er janvier, on continue côté gouvernement Johnson avec les mêmes mensonges. Donc, comme on vient d'entendre, c'est vrai qu'au mois de janvier, le commerce britannique a chuté avec l'Union européenne par 40%. Ça a un peu repris depuis. Et le fait que ça a un peu repris a été présenté comme un grand succès si finalement le Grande-Bretagne n'a rien à perdre, rien à craindre d'avoir quitté le marché unique. Mais finalement, si on regarde les chiffres pour le premier trimestre de cette année, le commerce britannique avec les 27, avec l'Union européenne, a tombé par, je pense, 21%. Et avec le reste du monde, ça n'a peut-être presque pas bougé. Donc, finalement, il y a une catastrophe qui est en train de se profiler en Angleterre, en Grande-Bretagne, sans que les Britanniques sauf beaucoup de Britanniques se rendent compte de ce que se passe. Surtout pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, mais beaucoup d'autres secteurs britanniques qui trouvent que maintenant, ce n'est pas possible, ou sûrement avec très grande difficulté, de continuer le commerce avec le plus proche voisin et grande puissance économique juste à côté d'eux.
Donc voilà, on peut parler plus que ça plus tard. C'est un peu tôt de dire exactement ce qui va passer. Je pense que finalement, ça va être quelque chose qui va être plutôt comme une crevaison qui va nous faire beaucoup de mal pendant beaucoup d'années, plutôt qu'une calamité évidente pour l'économie britannique. Mais ça va faire beaucoup de mal à mon pays. Deuxièmement, je ne veux pas... Oui. Vas-y. Deuxièmement, Jacques m'a demandé de parler un peu des relations avec de Grande-Bretagne avec le reste de l'Europe depuis le début de l'année. On voit que finalement, ça commençait mal avec beaucoup de bagarres et arguments sur des sujets, je ne parle pas des Londoniens parce que quelqu'un d'autre va l'adresser, mais des bagarres sur la pêche, sur l'exportation de vaccins, sur le statut de l'ambassadeur européen à Londres. Et pour la plupart, ces contretemps peuvent être facilement expliqués. Le gouvernement Johnson est toujours en campagne contre l'Union européenne. Ils cherchent des petites victoires symboliques. Ils évitent tout accord qui peut être critiqué comme une soumission à Bruxelles. Il y a peut-être quelques signes que ces relations sont en train de s'apaiser un peu, mais ça se passe à temps. Et l'autre obsession du régime Johnson, c'est cette idée d'un Royaume-Uni émancipé, en quelque sorte, de soi-disant le strand de Bruxelles, un Global Britain qui va devenir un acteur important mondial. Et là aussi, après 3 mois de cette émancipation, on voit que des déceptions mal déguisées. Les États-Unis de Biden ne se pressent pas pour signer un accord commercial avec le Royaume-Uni. Les accords sont en train d'être négociés avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais ils sont plus idéologiques que commerciaux, dans le sens que ça va faire beaucoup de mal, ces accords, les agriculteurs britanniques, déjà beaucoup touchés par le Brexit, sans apporter le moindre grand bénéfice aux autres secteurs de l'économie de la Grande-Bretagne. Finalement, un mot sur la France, parce que ça me frappe que ça passe seulement en Royaume-Uni, dans le Royaume-Uni, on ignore un peu ce qui se passe depuis Brexit. J'ai un sentiment qu'en France aussi, les médias ont un peu abandonné ce sujet, et on voit que les gens de droite, Marine Le Pen, Valeurs Actuelles, Éric Zemmour et autres, sont en train de un peu emprunter les mêmes mensonges que Johnson et son gouvernement en disant, voilà, c'est les Britanniques qui ont gagné la bataille de Brexit. Et je trouve que ça, c'était vraiment un argument en propagande qui peut être très dangereux pour la France, surtout avec les élections présidentielles de l'année prochaine. Voilà. John, je voulais juste poser une question parce qu'on a parlé de la perception qu'ont les Britanniques de l'impact du Brexit, mais est-ce que le fait les vaccins, c'est une réussite pour Boris Johnson, n'est-ce pas? La Grande-Bretagne, c'est le pays qui a le plus vacciné dans le continent européen. Est-ce que ça, d'une certaine façon, les gens n'ont pas oublié les autres problèmes économiques? Oui, mais surtout aussi, ça a été utilisé par le gouvernement Johnson. Ils ont, encore un mensonge, ils ont dit que vraiment le succès, et c'est un vrai succès, le programme de vaccination britannique. Mais je dois vous dire que les programmes européens sont aussi assez performants maintenant. Ils ont été vraiment un peu lents au début, mais ça, c'est un peu à cause du fait qu'AstraZeneca n'a pas produit les doses qui ont été promises. Mais ce que le gouvernement Johnson avait dit, et aussi le presse pro-Brexit en Angleterre ou en Grande-Bretagne, ils ont dit, voilà, c'est le premier bonus de Brexit sans que si on n'a pas quitté l'Union européenne, on aurait été dans le même programme de vaccination que les autres Européens, qui n'est pas de tout vrai. Les Britanniques ont toujours voulu être à part et même sans le Brexit, je pense qu'ils auraient été à part. Donc, ça a été utilisé un peu pour justifier le Brexit et pour faire oublier tous les autres problèmes qui ont surgi depuis le 1er janvier. Merci, John. Et il y aura certainement des questions à la fin encore sur cette partie très importante de cette perception qu'ont les Britanniques du Brexit. Mais je passe la parole à Edouard
Edward Hague, qui est devenu le PDG d'une grande entreprise alsacienne et française, comme j'ai dit, là, qui produit de la bière. La Météor exportait vers la Grande-Bretagne une partie de la bière. Évidemment, il y a aussi la question de la pandémie qui n'a pas facilité les choses. On a déjà vu que les exportations britanniques, elles sont tombées de 40% vers l'Union européenne, mais aussi les exportations européennes qui doivent payer des taxes en arrivant. Elles coûtent beaucoup plus, elles arrivent beaucoup plus cher. Et ça aussi a un impact sur les exportations. Je pense, Edouard, quel est votre sentiment comme chef d'entreprise? Alors, bonsoir à tous. Et effectivement, juste pour donner un peu de contexte, donc je suis le président de la brasserie Météor, qui est une brasserie familiale, indépendante, une des plus anciennes de France. Et on est un brasseur de taille moyenne, c'est 500 000 hectolitres par an, donc très loin des très gros majors européens et internationaux et plus gros que les petits brasseurs. Alors, la bière, globalement, c'est un produit qui s'exporte relativement peu. Alors, évidemment, on trouve toujours des contre-exemples à Heineken qu'on trouve à travers le monde entier, mais globalement, où qu'on soit, il y a toujours des marques locales qui sont assez fortes. Cela étant dit, chez nous, l'exportation, ça représente à peu près 7-8% de notre chiffre d'affaires, avec souvent un positionnement orienté bière française. Donc, on nous retrouve notamment à Londres et dans le reste de l'Angleterre, dans des restaurants français. Donc, je vous disais, ça représente 7-8% de notre volume, l'exportation. Et dans ces 7-8%, le Royaume-Uni, l'Angleterre d'ailleurs tout particulièrement, représente à peu près la moitié. Donc, c'est un pays important pour nous. Et donc, je ne vous cache pas que j'avais des sueurs froides au démarrage en apprenant le Brexit. Enfin, je pense comme la plupart des Européens. Évidemment, notre entreprise pourrait survivre à une perte de 4% de chiffre d'affaires, mais enfin, c'est quand même mieux si on arrive à les maintenir et surtout les développer. Et donc, c'est un témoignage que Jack m'a demandé d'apporter. Donc, je vous propose de revenir juste chronologiquement sur comment est-ce que nous, entreprises de taille intermédiaire française, avons vécu le Brexit. Tout commence évidemment en 2016 par une première inquiétude qui était le cours de la livre sterling. Évidemment, quand on fait de l'importation ou de l'exportation, vu de France, un point essentiel, c'est le cours de la livre sterling versus l'euro, parce que d'une manière ou d'une autre, ça peut soit renchérir très fortement le coût de la bière pour nos clients ou au contraire la rendre plus attractive. Sachant qu'on vend en euros, donc nos clients britanniques doivent acheter des euros pour nous acheter de la bière. Alors, vous vous en rappelez sans doute, on est passé par quelques semaines où la livre sterling avait plutôt été assez haute. Et puis, au final, ça s'est stabilisé. D'ailleurs, je crois qu'on est à peu près toujours au même niveau, entre 1,15 et 1,20. Et donc, ça a été une première inquiétude, mais finalement qui a été assez vite évacuée. Par contre, ce qui a été très dur pendant ces 4 années, 5 années même, 4 années et demie de négociations avec l'Europe, c'était l'incertitude. Alors, ça paraît simpliste de résumer ces 4-5 ans à ce problème d'incertitude, mais vous savez bien que le climat des affaires, la notion de confiance, la notion de pouvoir se projeter dans le moyen terme est vraiment important pour les affaires. Et clairement, à partir de 2016, le Brexit et surtout les négociations autour du Brexit ont stoppé net notre développement. Si je regarde les années précédentes, année après année, on faisait du développement. On avait de plus en plus de clients, que ce soit des distributeurs, des chaînes de pubs. À partir de 2016, et que ce soit en 2017, 2018, 2019, même avant la pandémie, tout le monde nous disait Météor, super, bon produit, ça peut m'intéresser. Mais attendez, si demain on a un hard Brexit et que votre bière coûte 2 fois plus cher parce qu'il y a des problèmes de douane, etc., je ne vais pas m'engager avec vous. Donc, on a réussi, si vous voulez, à maintenir les volumes, mais clairement, le développement, qui était dans une belle dynamique, c'est stoppé net. Ça a été vraiment une phase quand même assez longue de négociation. Sur la fin de la négociation, vous vous rappelez, alors j'ai plus le calendrier en tête, mais il y avait un certain nombre d'échéances qui avaient été plusieurs fois repoussées. On nous annonçait
un report imminent ou alors des négociations imminentes, ça a été particulièrement dur à vivre. Et puis, il faut bien le dire, complètement ubuesque, complètement fou. À titre d'anecdote, notre syndicat, les Brasseurs de France, nous avait envoyé un mail, encore une fois, je ne me rappelle plus du calendrier, mais enfin, c'était l'année dernière lors d'un report, pour nous dire, attention, en fonction des négociations, peut-être qu'à partir de demain soir, il y aura des contrôles aux frontières. Comment est-ce que vous voulez faire des affaires dans ces cas-là avec une incertitude à quelques jours près? Bon, voilà, c'est pour l'anecdote, mais c'est pour vous montrer à quel point, forcément, il a été difficile de gérer cette situation. Et puis, au terme de cette négociation, est arrivé l'accord final, avec la bonne surprise, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, sur le fait qu'il n'y ait pas de droit de douane supplémentaire pour la bière. Donc, ça ne renchérit pas la bière. Par contre, ce qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est la complexité administrative nécessaire pour exporter des bières vers le Royaume-Uni. Alors, chez Meteor, on exporte aussi aux États-Unis, en Chine. Donc, on a un service qui est capable de s'occuper de toute la documentation douanière, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de plein de PME qui avant simplement ne savaient pas faire. Nous, heureusement, on savait faire parce qu'on exporte hors Union européenne. Par contre, c'est vrai que cette documentation douanière nécessaire, c'est non seulement du temps pour nous, mais plus encore, et ça, j'avoue qu'on ne l'avait peut-être pas suffisamment anticipé, c'est beaucoup plus de temps pour notre importateur et pour les transporteurs. Enfin, clairement, pour aller d'Orfelden, qui est près de Strasbourg, jusqu'à notre importateur dans la banlieue de Londres, on charge des camions, et puis jusqu'à l'année dernière, les camions allaient à Calais, et puis il y avait presque une continuité territoriale évidente. Maintenant, c'est absolument plus le cas. Les camions peuvent être immobilisés le temps que tous les contrôles soient faits. Et qui dit immobilisation dit temps. Et en fait, c'est presque plus à ce niveau-là que ça renchérit le coût de la bière pour nos importateurs. Coût de la bière qui sont obligés de répercuter quelque part sur nos clients, et donc on devient moins compétitif. Et ça, c'est actuellement mon inquiétude principale. Est-ce que vous continuez à exporter à un bon niveau malgré tout ça et malgré les difficultés? D'ailleurs, un des problèmes qu'on disait, c'était effectivement les transports. On s'attendait à des kilomètres et des kilomètres de camions qui devaient régler beaucoup de papiers. Bon, est-ce que vous continuez à exporter d'une façon tout à fait acceptable pour vous, ou ça a été vraiment une chute? Non, alors on continue à exporter. C'est vrai qu'en plus du Brexit, il y a la crise sanitaire avec la fermeture des bars. L'essentiel de la bière qu'on vend au Royaume-Uni, c'est dans des bars, des restaurants, des pubs. Donc, les problèmes s'accumulent. Mais disons, hors Covid, là, on a bien vu que les commandes ont repris depuis quelques semaines. Je dois dire qu'on a vraiment des problèmes pour trouver du transport. En fait, le transport est notre principal souci actuellement. Je dirais le transport, et malgré tout, quand même, une certaine forme d'incertitude qui demeure, qui perdure. Parce que même si actuellement, il n'y a pas de droit de douane spécifique sur la bière, on n'est pas à l'abri que ça arrive dans 1 an, dans 2 ans. Et donc, c'est forcément plus difficile de construire une relation durable dans ce cas-là. Edouard Hague, il y a des problèmes de camions en commun. Edouard Hague, il connaît bien la Grande-Bretagne puisqu'il a fait des études à Londres, où on l'a quelquefois rencontré quand on y allait. Et donc, ça aide un peu pour comprendre un peu l'esprit anglais. Alors, la partie la plus difficile, moi, je dirais, elle est pour Frédéric Bérode, qui est un spécialiste du Brexit, et j'avais déjà dit qu'il est une prof universitaire d'une grande qualité et très européenne, toujours dans son positionnement. Et j'imagine que c'est un coup, cette Brexit. Mais la partie la plus difficile, comme je disais, c'est ce qu'on appelle le Withdrawal Agreement et cet accord entre l'Irlande. On a déjà vu comment l'Irlande, les violences que ça a déclenché. On voit que cet accord
qui a pris tellement longtemps à négocier, parce que c'était vraiment, il y avait deux problèmes qui étaient la situation des Britanniques en Europe et des Européens au Royaume-Uni, et puis c'était la question irlandaise. Et on a vu que la question irlandaise, elle n'a pas été solutionnée, elle n'a pas été résolue et qu'elle revient chaque fois qu'il y a un problème. Alors, je vous donne la parole un peu pour expliquer cet accord un peu étrange de frontières dans la mer, des produits qui doivent être vérifiés avant de rentrer en Europe. Est-ce qu'ils ne sont pas? Dites-nous comment ça se passe. Merci beaucoup, Fernanda. Je vais essayer d'expliquer au mieux ces éléments. Je l'ai fait d'ailleurs en me plongeant dans le livre de Michel Barnier qui vient de paraître sur le journal secret du Brexit et qui permet peut-être de se remémorer un peu cette chronologie qui n'est pas très simple, en fait, de cette longue négociation. Alors, vous l'avez rappelé, il y avait d'abord 3 lignes rouges des négociations du côté de l'Union européenne et du Royaume-Uni pour schématiser la facture du divorce, parce que tout a d'abord commencé par des négociations sur les sous, souvent le cas dans les divorces. La deuxième question, ça a été la question de la protection à la fois des citoyens britanniques vivant sur le territoire de l'Union européenne, mais également des Européens vivant sur le territoire britannique. Et puis la troisième question, et c'est certainement à la fois la plus douloureuse et la plus difficile à résoudre, c'est la question de la frontière irlandaise. Alors pourquoi? Parce que cette frontière irlandaise, d'abord, c'est une frontière extrêmement complexe du point de vue géographique. Ensuite, c'est une frontière sur laquelle on s'est fait la guerre entre le nord et le sud de l'Irlande. Et je crois, enfin moi je l'ai compris comme ça, en fait, je pense qu'il faut aller en Irlande du Nord pour comprendre en fait la signification sociale de cette frontière. Et c'est finalement sur cette frontière qu'on a fait la paix. Et les Good Friday Agreements, qui sont finalement les accords qui vont permettre la paix en Irlande, sont fondés sur l'absence de frontières terrestres entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ce qui d'ailleurs donne lieu, ce qui est une situation somme toute très européenne, à une extrême imbrication économique, sociale et territoriale en fait entre le nord de l'Irlande et la République irlandaise. C'est-à-dire que vous avez typiquement le lait qui est produit en Irlande du Nord est en fait traité en République d'Irlande et revendu ensuite en République au nord de l'Irlande, ce qui donc montre cette très forte imbrication. Et donc, ce qui s'est passé dans un premier temps, dans le premier temps de la négociation, je rappelle ça aussi, ça a été une négociation de savoir si on négociait le Brexit plus la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ou si on dissociait les deux négociations, et on a décidé de dissocier. Donc, le premier temps, qui a certainement été le plus long et je dirais le plus rocambolesque, ça a été effectivement le Withdrawal Agreement, donc vraiment le traité qui a permis d'acter la sortie d'un État membre. Pourquoi ça a été très compliqué? Tout simplement parce qu'on ne l'a jamais fait dans l'Union européenne et que vous avez un mix qui est assez compliqué entre une décision qui reste une décision unilatérale d'un État de décider de se retirer. Le Royaume-Uni aurait pu d'ailleurs faire un deuxième référendum pour dire finalement je ne me retire pas, ça c'était dans les prérogatives du Royaume-Uni, mais ensuite, une fois que la décision de retrait est envoyée à l'Union européenne, eh bien, il faut négocier avec l'Union européenne cette sortie. Et en gros, pendant cette période-là, on a eu 2 modèles qui se sont affrontés. D'abord, l'Union européenne, elle a essayé de maintenir finalement ce qu'elle appelle l'intégrité du marché intérieur, c'est-à-dire qu'elle était très inquiète, certainement d'ailleurs à bon escient, très inquiète de
finalement de faire de l'Irlande du Nord une espèce de région qui serve au passage de toutes les marchandises toxiques, etc., ou en tout cas aux marchandises ne répondant pas aux standards européens dont on sait qu'ils sont des standards extrêmement élevés de protection, qui passant via l'Irlande du Nord, si on restait sur l'idée qu'il n'y avait pas de frontières en Irlande, pas de frontières terrestres, bien risquait de rentrer sur le marché intérieur en étant non conforme. Et puis de l'autre côté, on a développé une espèce de théorie qui s'appelle le frictionless trade, qui est très difficile à comprendre. C'est-à-dire l'idée de dire, en fait, il y aura une frontière invisible. Theresa May, elle a fait des discours et des discours là-dessus pour essayer d'expliquer qu'il y aura une frontière, mais que cette frontière serait invisible. Et que ce serait une frontière numérique. Et Boris Johnson a repris l'idée il y a quelques jours de cette frontière numérique. Alors, l'idée, effectivement, de cette frictionless trade, c'était d'acter le fait qu'il fallait un minimum de contrôle, mais d'automatiser ces contrôles, de les numériser, comme si le simple fait de les numériser faisait que les frictions qu'on voit bien actuellement apparaître dues à cette charge administrative qu'induit le Brexit, cette charge administrative disparaîtrait en quelque sorte par le miracle du numérique. Alors ça a donné lieu du coup à toute une série de négociations pour essayer de négocier une espèce de garantie pour l'Union qui s'est appelée le backstop. Et le backstop, je pense qu'on a négocié à peu près toutes les versions possibles de ce backstop pour une disposition qui reste provisoire et qui permettrait effectivement finalement à l'Union européenne d'éviter les conséquences de ce qu'on appelle un Singapour sur Tamise, c'est-à-dire finalement que Londres décide de décrocher complètement ces standards de protection des standards de protection européens, et c'est un risque et sur le plan fiscal et sur le plan environnemental et sur le plan social. Et du coup, de se retrouver finalement dans une situation qui serait une situation extrêmement difficile pour l'Union européenne sur le plan économique. Alors, pour réussir à négocier tout ça, il a fallu sacrifier Theresa May, qui s'est sacrifiée dans cette espèce de... je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de moments très mélodramatiques aux communes où je pense qu'elle a obtenu des noms à peu près à tout ce qu'elle a posé comme question, une fois, deux fois, trois fois, qu'elle a perdu sa voix, etc. Et qu'elle finit par jeter l'éponge. Entre en scène, effectivement, réentre en scène Boris Johnson, qui, dans un style assez inimitable, qui est le sien, finit par effectivement obtenir un accord avec une tactique qu'il va d'ailleurs réutiliser en décembre dernier, qui est de faire monter la pression des négociations pour obtenir cet accord de divorce avec une période transitoire, qui est la période qu'on a vécue pendant toute l'année 2020, où en fait le droit de l'Union européenne continuait à s'appliquer, mais le Royaume-Uni était sorti de l'Union européenne, donc on n'avait plus que 27 chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen, au Conseil des ministres, plus de parlementaires qui avaient été élus en mai puis qui ont dû sortir en décembre. Enfin bon, tout ça a été effectivement assez complexe. Et Boris Johnson a poussé pour la négociation de cette future relation, donc de ce qui est devenu l'accord de commerce et de coopération, et je pense que les deux termes sont importants. Donc l'idée, c'est que le Royaume-Uni sort, mais il sort avec un deal. Il n'y a pas le no deal qui a vraiment été pendant très longtemps une menace qui effrayait beaucoup en Europe, mais qui, et c'est ce que raconte d'ailleurs Michel Barnier, effrayait au fait beaucoup Boris Johnson, qui voulait un accord parce que le no deal aurait été effectivement une sortie sans aucune organisation. Alors, quand on voit déjà avec une organisation ce que ça représente, sans aucune organisation en plein milieu d'une pandémie, je pense que c'était effectivement ce qu'il y avait de plus dangereux. Alors, l'effet positif de cette dramatisation des négociations, ça a été effectivement d'obtenir cet accord beaucoup plus rapidement que ce qu'on obtient d'habitude, puisque quand on se lance dans des accords de commerce, c'est souvent des accords, je sais pas, il faut 8 à 10 ans de négociation avant d'arriver à un accord. Là, on est allé beaucoup plus vite, mais on est allé beaucoup plus vite parce qu'on dégrade en fait avec cet accord
une relation qui était une relation construite depuis l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Alors, les priorités changent pour cet accord sur le commerce et la coopération, ce qui est assez logique. Et cette future relation, elle suppose d'abord ce qu'on peut appeler des nouvelles capacités, en fait, pour travailler, cette fois-ci de manière bilatérale. C'est-à-dire que c'est toute l'Union européenne qui négocie avec le Royaume-Uni seul, et qui suppose d'unir les forces du Royaume-Uni et de l'Union européenne sur, évidemment, le climat, le multilatéralisme et puis les relations internationales, en particulier la recherche de solutions pacifiques au Proche-Orient. Vous voyez que là-dessus, il va y avoir du boulot, effectivement, pendant assez longtemps. Le deuxième grand thème des négociations de cette future relation, c'est la sécurité entre ces deux partenaires. Alors évidemment, l'idée, c'est de coopérer, mais aussi de permettre au Royaume-Uni de rester finalement dans l'orbite de la sécurité européenne. Vous aviez évoqué tout à l'heure le règlement général sur la protection des données personnelles. Dans un premier temps, les Britanniques ne voulaient pas le respecter, puis finalement, ça fait partie du deal. Et puis, la question qui certainement est la question aujourd'hui la plus épineuse, qui est celle du level playing field, c'est-à-dire de cette idée que pour que ça marche et qu'on ait un accord de commerce, je rappelle que l'accord de commerce, ce n'est pas de droit de douane, mais des formalités douanières. C'est peut-être ce qui a été mal lu quand on a vu pas de droit de douane, mais beaucoup de paperasse douanière, des contrôles sanitaires et phytosanitaires, et ça ralentit évidemment le commerce de part et d'autre de la Manche. Plus de libre circulation. On a un petit problème avec... voilà, Frédéric revient. Oui, allez-y. Alors, je disais donc dans cet accord finalement très ambitieux de coopération, cette question du level playing field joue un rôle majeur. Le level playing field, c'est l'idée d'une concurrence qui soit une concurrence la plus loyale possible et en particulier pas de dumping normatif. Et c'est là-dessus probablement, je dirais, que les choses se tendent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est sur cette question du respect des engagements pour qu'on puisse maintenir finalement cette relation. Et moi, ce qui me surprend beaucoup, et j'arrêterai là parce que sinon je vais aller très au-delà du temps qui m'est imparti, ce que je trouve très préoccupant, à vrai dire, c'est la rapidité avec laquelle la relation de confiance entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se dégrade. Et évidemment, plus elle se dégrade, plus le commerce deviendra difficile, plus la coopération deviendra difficile sur des champs qui sont des champs majeurs. Donc, ce qui est un peu, ce qui actuellement pour moi est la grande question, hein, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces accords puissent être des accords respectés et qui permettent de maintenir le minimum de confiance qui sera nécessaire effectivement à cette future relation. Mais Frédéric Véran, est-ce que cet accord et cet lien, il ne se dégrade pas facilement parce que finalement, il n'a jamais été vraiment bien cimenté. Les Anglais, l'Europe n'a pas avancé, beaucoup freiné par l'Angleterre. L'Europe a toujours voulu garder l'Angleterre et donc elle a pu avancer vers l'intégration, a accepté que les Anglais restent en dehors de Schengen et en dehors de la monnaie unique. Et finalement, l'Angleterre a toujours eu un pied dedans, un pied dehors, et l'Europe a d'une certaine façon essayé de la garder. Et donc, il n'a jamais vraiment eu des liens forts qu'aujourd'hui disent, bon, on s'est séparés, mais il y a quand même quelque chose qui reste. Alors, je pense quand même qu'il y a eu pendant très longtemps des liens très forts entre les deux, même si c'est une relation qui a toujours été un peu je t'aime moi non plus, mais ça fait tenir pas mal de relations bilatérales, tout ça. Donc ça ne me semble pas nécessairement être
être négatif. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, et ça, c'est des signes qui ont été donnés malheureusement par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a quand même joué avec le feu en disant finalement, on ne va pas complètement respecter ce qui s'est passé, ces différents accords, ce qui a provoqué des tensions énormes en Irlande du Nord, parce que les unionistes se sentent trahis et que dans le même temps, ceux qui finalement se disaient on va voir comment ça va fonctionner avec le Brexit s'aperçoivent que ça a du mal à fonctionner. Parce qu'on a cette frontière qui est une frontière réelle, même si elle est dans la mer et pas au niveau de la terre, mais qui est une frontière réelle. Donc je pense que cette idée qu'a eu Boris Johnson un temps de dire oui, on ne va pas vraiment respecter le traité, on va faire une espèce de violation tout à fait circonscrite du droit international a évidemment alerté les Européens et ça a donné lieu des tensions importantes au niveau du Parlement européen pour la ratification de cet accord. Je pense qu'après, il y a aussi beaucoup de choses qui tiennent à beaucoup d'impréparation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est compliqué ? C'est aussi parce que pour que ça marche, il faut des investissements substantiels dans des ports, par exemple, qui doivent maintenant être des lieux de contrôle douanier, qui n'étaient pas du tout. Il faut des infrastructures importantes, il faut du personnel. Regardez le nombre de douaniers que la France a réembauché pour arriver à contrôler la frontière avec le Royaume-Uni, c'est impressionnant. Hein. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a aussi tout ça derrière. C'est qu'il y a beaucoup d'impréparation, beaucoup d'improvisation et qu'évidemment, quand on essaye de mettre en œuvre les choses, c'est là où ça coince. Merci, merci beaucoup, Frédéric. Graham Watson, le titre de ce débat était un royaume désuni et on a l'impression qu'effectivement le Brexit est en train de contribuer pour ça. On voit ce qui se passe en Irlande. Est-ce que le Royaume-Uni va exploser avec ce qui va éclater avec le Brexit? Est-ce qu'il y aura un deuxième référendum en Écosse pour sortir l'Écosse qui veut être européenne, qui veut rester liée à l'européenne? Comment vous voyez l'évolution de la situation là où vous êtes en ce moment à Édimbourg, une très très belle ville? Oh, ce sont des grandes questions, les questions à 64 000 $. Merci, Fernande. Je tiens tout d'abord à féliciter la Maison de l'Europe sur l'organisation de cette conférence, à remercier mon ami Jack Hanning pour l'invitation d'être avec vous et à vous prier de m'excuser mes connaissances très limitées de la langue de Molière. Après avoir travaillé 25 ans comme député à Strasbourg et à Bruxelles, où j'ai appris d'ailleurs aussi à beaucoup apprécier le météore, je me trouve actuellement en Écosse où j'étais candidat aux élections récentes. Je suis un Européen convaincu. Je ne suis pas encore convaincu que la perfide Albion ait choisi de quitter l'Europe. Il y a eu aux États-Unis un effet Trump. Il y a eu aussi en Grande-Bretagne un effet Brexit. Cet effet Brexit, ce ne sera pas résolu d'ici 4 ans, comme c'était le cas aux États-Unis. Mais ce sera peut-être résolu après quelques ans. Ça me fait penser à l'année 1649. De 1649, nous avons découpé la tête du roi. Ça a duré jusqu'en 1962. Nous avons rétabli la monarchie. Or, nous avons eu un référendum où 51,9% ont voté en faveur du Brexit contre 48,1%. Pour moi, à mon avis, ça ne constitue pas un mandat politique pour un changement constitutionnel de cette envergure. Surtout quand une majorité claire au sein de 2 des 4 nations, en Écosse et en Irlande du Nord, était contre le Brexit.
je vous fais rappeler qu'en Écosse, 62% ont voté pour rester au sein de l'Union européenne et que chaque collège électoral a eu une majorité en faveur. En Irlande du Nord, c'était 56%. À Londres et ailleurs, il y avait une majorité aussi. Donc, le pays était très, très divisé. C'est vrai que le débat actuel politique à Londres ne laisse pas de l'espoir que la Grande-Bretagne rentre. Mais je ne suis pas convaincu que ce débat sera toujours comme ça. 5 ans après le vote, 16 mois après le Brexit, les conséquences, comme le disait très bien John Lichfield, ne sont pas comprises. Les conséquences comprennent l'unité du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord, où il y aura peut-être une réunification avec la République, et la possible indépendance de l'Écosse. Pour l'Écosse, le référendum peut-être plus important, c'était en 2014. Nous avons eu un référendum sur l'indépendance. Nous avons voté 55% pour rester au sein du Royaume-Uni et 45% pour l'indépendance. Après l'intervention de M. Barroso comme président de la Commission européenne, qui disait clairement, si vous votez pour l'indépendance, vous votez pour quitter l'Union européenne. Or, depuis le référendum de 2016, il y a maintes personnes qui étaient en faveur de rester au sein de l'Union, qui sont maintenant en faveur de l'indépendance pour rétablir la présence de l'Écosse au sein de l'Union européenne. Il y a malheureusement très peu de ce qu'on appelle le middle ground. Depuis 2017, les sondages sur l'indépendance sont à 50-50 et les élections qui sont faites pour le Parlement écossais le 6 mai, il y a 2-3 semaines, ont confirmé. Le Parti national écossais, les Verts, qui sont les partis en faveur de l'indépendance, ont reçu 49% du vote dans les circonscriptions et 50% des votes sur les listes. Ils ont une majorité faible au sein du Parlement contre les partis de l'opposition, les conservateurs, les travaillistes et les libéraux, qui sont l'opposition. Madame Sturgeon, le Premier ministre, réclame un mandat pour un deuxième référendum. Boris Johnson dit clairement non, non, ça se fait une fois par génération. Et Michael Gove doit admettre que le Royaume-Uni, c'est après tout une union volontaire. Il est vrai que l'acte parlementaire qui a créé le Parlement écossais a réservé à Westminster le droit de décider si on peut faire un référendum. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas le moment, au milieu d'une pandémie, mais tous attendent que d'ici 5 ans, il y aura un référendum sur l'indépendance. Qu'est-ce qui se passera? Il n'y a aucune garantie que l'indépendance l'emporte. Il n'y a pas de majorité claire dans les sondages. Sûrement, l'existence, enfin, je peux dire le danger d'un hard border, d'une frontière forte entre l'Écosse et l'Angleterre, comme nous avons vu déjà, comme l'a expliqué très bien Frédéric Bérode, entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, militera contre une vote en faveur de l'indépendance. Mais il y a quelque chose qui a changé, qui est très important dans tout ce débat, soit pour l'Irlande du Nord, soit pour l'Écosse, et c'est l'attitude des conservateurs britanniques qui semblent maintenant s'en ficher royalement du futur de l'Union. Le Parti conservateur a toujours été le parti, et je cite le nom officiel, Conservative and Unionist, conservateur et unioniste. C'est devenu un parti nationaliste anglais et il y aura peut-être un prix à payer.
D'ailleurs, le grand problème dans ce débat en Grande-Bretagne sur le Brexit, c'est qu'il y avait des partis qui étaient complètement favorables au Brexit, n'est-ce pas? Et on voyait le débat avec Farage. Et de l'autre côté, vous aviez un parti conservateur qui était pour sortir et un parti travailliste qu'on ne comprenait pas très bien où il se situait, qui était un peu divisé. Et ça a été aussi... Et entre-temps, il n'y a aucun parti pro-européen qui a été créé. Comment vous expliquez ça? Oui, il y avait un parti pro-européen, c'était le Parti libéral-démocrate. Et dans les élections européennes de 2019, nous avons eu une de nos plus grandes victoires. Mais il est vrai que nous sommes un petit parti. Nous ne sommes pas majoritaires dans le pays. Et vous avez raison qu'une des leçons du Brexit, c'est que si vous voulez défendre le statu quo, il faut être prêt à aller le défendre. Et il y avait un manque de courage terrible dans la classe politique pour défendre le statu quo. C'est peut-être un argument important en France contre le danger de Marine Le Pen. Il faut absolument être prêt à défendre ce qu'on trouve de valeur. Absolument. Alors, je voulais vous dire que vous pouvez poser des questions, soit en les écrivant, et vous voyez en haut, il y a 3 points, et vous pouvez poser des questions que je lis. Vous pouvez aussi lever la main, et comme ça, je vous donne aussi la parole, et vous pouvez poser des questions. Donc, est-ce que quelqu'un veut poser une question? J'ai entendu quelqu'un. Alors, il y a Ambroise Perrin qui a levé la main. Ambroise, je donne la parole et tu diras à qui tu adresses ta question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, ma question au dernier orateur, à Sir Graham Watson. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, parmi les citoyens, est-ce qu'il y a une envie, une tendance à vouloir redevenir européen? Est-ce qu'on pense que dans quelques années, il y aura un nouveau référendum ou un autre petit truc parlementaire qui feront une nouvelle reine, je ne sais pas, qui feront que les gens diront, mais bien sûr, mais évidemment, et bien sûr, Dr Watson, nous allons revenir en Europe. Voilà, donc ça, c'était un peu la première question. Et alors la deuxième, puisqu'on a parlé de la bière Météor, j'ai une petite anecdote qui va amuser tout le monde. J'ai bu des bières avec Boris Johnson au Wild Geese à Bruxelles, puisque j'étais le porte-parole du président du groupe socialiste. À l'époque, c'était Pauline Green. Et moi, je le trouvais génial, Boris Johnson, parce qu'une fois, un 1er avril, on a concocté ensemble un article où on disait que les socialistes européens, et donc le Labour, allaient proposer que les tomates, désormais, allaient être cubiques pour prendre moins de place dans les cajots et tout. Et effectivement, il l'a publié. Je trouvais ça très rigolo. Je ne pensais pas que ça servirait à dénigrer l'Europe et tout. À part ça, c'est toujours pour dénigrer les gens, je lui prêtais les clés de mon petit appartement qui était à 300 mètres. Ah, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Il avait plein de copines, Boris. Voilà. On laisse des histoires intimes. Ambroise Perrin, qui est un ancien collègue journaliste, et comme il a dit, il a travaillé auprès du groupe socialiste après comme porte-parole, et je passe à Graham de répondre à Ambroise, s'il vous plaît. Bah oui, Ambroise, Boris Johnson est génial. Pierre Poujade était génial. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien placés ou qu'ils sont appropriés pour gérer un pays. Non, vous demandez la question, comment pense la majorité des Britanniques? Je pense que nous sommes en 3 catégories. Vous avez un tiers plus ou moins
qui sont fortement en faveur de ne plus être au sein de l'Union européenne, donc du Brexit. Vous avez un tiers qui sont très, très déçus, qui sont des Européens convaincus. Et au milieu, vous avez un tiers qui disent « oui, mais on a voté, donc il faut procéder, il faut continuer comme on est ». Je ne sais pas s'il est possible de regagner l'appui de ce middle opinion en faveur de l'Union européenne. Mais je suis convaincu d'une chose, que c'est que si on ne réussit pas à le faire d'ici une décennie, nous verrons l'indépendance de l'Écosse et probablement aussi de l'Irlande du Nord. Peut-être d'abord de l'Irlande du Nord, parce que c'est eux qui ont souffert le plus des effets négatifs économiques du Brexit. Jack Hanning qui a aussi demandé la parole. Vous pouvez lever la main et comme ça je vois qui veut poser des questions. Jack, tu as la parole. Oui, je voulais juste faire deux remarques pour reprendre des choses qui ont été dites. Mais premièrement, je voulais juste dire à Ambroise le fait que Boris Johnson puisse inventer une histoire pour le 1er avril n'était pas difficile puisqu'il en inventait des poissons d'avril tous les jours dans son journal. Alors, c'était totalement normal pour lui. Non, je voulais reprendre deux choses parce que je pense qu'elles sont intéressantes. John Litchfield avait parlé des standards. Il avait parlé même de l'accord éventuel de commerce avec l'Australie. Et le point litigieux vis-à-vis des agriculteurs, c'est une question de respect de standards pour la viande de bœuf notamment, qui viendrait d'Australie. Je dis ça parce que il faut opposer ça à ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères de l'Irlande la semaine dernière. D'ailleurs, il l'a dit dans une conférence de presse après avoir rencontré M. Le Drian qui était à Dublin. Il a expliqué que si le Royaume-Uni acceptait les standards qui ont toujours été acceptés jusqu'au 1er janvier pour ce qui concerne les produits agricoles, ça réduirait de 80% la paperasserie qu'il y a aux frontières pour le passage des biens. Et là, on voit la façon obtuse dans laquelle s'est placé le gouvernement britannique. Alors, la deuxième remarque que je voulais faire, c'était pour reprendre ce qu'avait dit Frédéric sur la confiance. Entièrement d'accord que je pense que les Britanniques se sont extrêmement mal comportés en disant que oui, on va peut-être enfreindre à l'état de droit, mais seulement un tout petit peu. Mais il faut dire qu'une chose qui a beaucoup envenimé la situation aussi, c'était une bêtise de la part de Madame von der Leyen qui, lorsqu'elle a paniqué un peu sur les vaccins, elle a menacé de mettre en vigueur, je crois que c'est l'article 16 de l'accord, pour stopper la coopération avec l'Irlande. Je ne connais pas exactement les termes, mais il faut dire qu'elle a fait marche arrière presque en moins de 24 heures, mais ça a été une bêtise et ça a contribué également à envenimer la situation. C'était les deux remarques que je tenais à faire pour... et comme toi, c'était Frédéric Bérode et John Litchfield, je vais demander peut-être à Frédéric de commencer et après aussi à John. Et après, je voulais demander à Edouard Hague de réagir à cette histoire que Boris Johnson a bu de la météo. Frédéric.
Oui, je suis d'accord. Je pense que quand j'évoquais l'impréparation tout à l'heure des Britanniques, elle correspond aussi très largement à une impréparation européenne aussi, hein, aux conséquences du Brexit. Et je pense que ça ne facilite pas les choses parce que quelque part on découvre, et ce qui est un peu fatal, on découvre que le Brexit c'est royal pour des juristes parce que ça va nous donner à peu près 20 ans de travail d'interprétation. Mais que c'est très compliqué effectivement au jour le jour. Et je pense que peut-être une des choses, et je trouvais que c'était intéressant sur les conséquences géopolitiques du Brexit, c'est qu'effectivement cette complication aux frontières génère des perdants et des gagnants, et peut-être qu'on n'avait pas complètement anticipé. Le port de Cherbourg, par exemple, a retrouvé en France une suractivité qu'il avait perdu depuis fort longtemps parce qu'en fait, les Irlandais préfèrent passer directement, faire quelques heures de plus en bateau pour arriver à Cherbourg plutôt que de passer ce qu'ils faisaient traditionnellement, c'est-à-dire passer d'abord par le Royaume-Uni et ensuite le tunnel sous la Manche. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute une série de conséquences un peu inattendues du Brexit. Et c'est peut-être ça aussi qui complique les choses. Et puis après, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est compliqué de faire de la logistique quand on a des paperasses, de la paperasse aux frontières, hein, ou de la viscosité administrative aux frontières, comme je l'ai entendu dire une fois. Et je trouve que l'image est assez juste. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas complètement anticipé et qui peut être un problème, hein, je pense en particulier aux PME. Parce que je pense qu'elles ne sont pas armées et qu'elles n'ont pas la trésorerie tout simplement pour arriver à résister à ce type de changement. Edouard, et c'est ça que tu parlais finalement, les grandes difficultés de la paperasse, toi qui as une entreprise et qui dois gérer ça tous les jours. Oui, absolument, c'est tout à fait exact. Alors, comme je le disais avant, nous, on a la chance d'avoir un service qui sait gérer cette paperasserie parce que avant le Brexit, on exportait déjà aux États-Unis, en Chine, dans certains endroits extra-communautaires qui nécessitaient de maîtriser cette paperasserie. Et c'est vrai que j'ai dans mon entourage beaucoup de chefs d'entreprise, d'entreprises dans l'agroalimentaire de plus petite taille, qui avaient l'habitude d'exporter au Royaume-Uni comme ils exportaient en Allemagne et dans d'autres pays de l'Union européenne, et qui se retrouvent complètement désarmés. Parce que si on n'a pas les compétences, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ou alors il faut recruter un collaborateur qui s'y connaît, mais ça a un coût pour l'entreprise. Et donc, c'est vrai que pour les petites et moyennes entreprises, c'est particulièrement difficile, je confirme. John Litchfield, peut aussi pour réagir à cette difficulté d'importation et d'exportation. Et Frédéric avait parlé il y a dans sa première intervention que finalement Boris Johnson a toujours pensé à une Singapour européenne au Royaume-Uni. Avec Trump, ça va être beaucoup plus compliqué. Et surtout avec les nouvelles mesures annoncées sur la fiscalité par Joe Biden. Oui, je pense que vraiment, ils naviguent à vue en ce moment, le gouvernement britannique. Ils ont fait vraiment des idées très bien ficelées de ce qu'ils vont faire finalement pour améliorer la situation, parce qu'ils ont toujours tellement menti ou exagéré, ou minimiser les faits que maintenant, ils sont, pour la première fois depuis 2016, ils sont confrontés par la réalité, quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, ça va être très difficile pour eux et je pense que dès que la crise de Covid, on espère tous passer, ça va être même plus difficile pour eux. Mais j'aimerais un peu répondre aussi à une question de ce que pensent maintenant les Anglais et pour le futur, à qui a déjà répondu très bien Graham Watson. Et je suis d'accord avec lui que le pays est divisé un peu en trois entre les convaincus anti-européens, les gens qui vraiment peuvent être persuadés d'un côté à l'autre. Mais ce qui m'a frappé comme quelqu'un qui a habité plutôt en Europe plutôt qu'en Bretagne depuis 20 ans, que je n'ai pas imaginé qu'il y avait tellement vraiment
c'est pas de passion européenne en Grande-Bretagne qui a été révélée, paradoxalement, un peu par ce référendum Brexit. Les gens les plus puissants dans l'Europe maintenant, c'est en Grande-Bretagne. Ce n'est pas majoritaire, donc, et ça ne va pas être majoritaire pendant beaucoup d'années, malheureusement. Mais c'est quelque chose de très intéressant et c'est plutôt jeune. Et plutôt des gens assez bien éduqués qui vont peut-être monter à avoir vraiment des rôles très importants dans le futur. Donc, d'ici peut-être 20 ans, il faut dire, c'est possible qu'on peut imaginer que les choses vont se reverser, mais pas avant. Je ne sais pas si quelqu'un pose une... Jean-Claude, tu vas poser une question, il faut mettre le micro. Voilà, vas-y. Oui, moi je voudrais revenir, et c'est une question pour Frédéric. En fait, quelle est la réalité d'un Singapour sur Thames et quels sont les moyens qu'a l'Union européenne pour faire face à une non-transformation de l'Angleterre en une vaste et immense zone franche? Est-ce que nous avons vraiment les moyens? Parce que si c'est possible, rien ne devrait l'arrêter. Merci Jean-Claude. La question, elle est difficile parce que je dirais que c'est un risque. C'est un risque, objectivement, c'est un risque politique. Simplement, c'est un risque qui doit être strictement calculé. C'est-à-dire que si c'est la décision qui est prise par le Royaume-Uni, ça veut dire qu'il se ferme l'accès au marché intérieur. Ce qui, je crois, peut être un argument assez fort pour, du coup, les maintenir dans le mainstream européen parce qu'ils ont besoin de ce marché intérieur. Après, le risque existe, c'est-à-dire que s'ils trouvent qu'à un moment, ça devient vraiment plus rentable de rentrer dans un dumping réglementaire, en particulier sur le plan social, sur le plan environnemental, je ne sais pas, les dernières, alors je pense qu'effectivement, il navigue un peu à vue, mais il me semble que les toutes dernières déclarations de Boris Johnson vont plutôt dans le sens de rester sur des normes environnementales assez fortes. Maintenant, sur le plan social, probablement qui a encore le risque. Je pense quand même que tout ça, ça relève aussi beaucoup d'une espèce de cirque sur le Brexit, c'est-à-dire que ça fait partie du rapport de force. Après, ce n'est pas dans l'intérêt véritablement, je pense, du Royaume-Uni que d'entrer dans ce jeu-là. Après, sur la question de savoir qu'est-ce que peut faire l'Europe, il y a des mécanismes qui sont prévus dans le traité, mais pour ça, il faut effectivement qu'on respecte le traité de part et d'autre. Donc, il y a aussi un risque pour que l'Union européenne se trouve désarmée si vraiment on rentrait dans une logique d'un concurrent véritablement de l'Europe aux portes de l'Europe. Ça, c'est certain que ça fait aussi partie de ce rapport de force. Y aurait-il une solidarité européenne à ce niveau-là alors? Actuellement, oui, et c'est d'ailleurs des vertus du Brexit et probablement de la crise de la Covid. C'est qu'on a curieusement une solidarité, et je dis curieusement parce que tout était fait, et c'est d'ailleurs tout ce qu'ont fait aussi les négociateurs britanniques pour qu'il n'y ait pas de solidarité européenne. Or, il y a eu pour mille et une raisons, et puis il y a une solidarité, je pense, qui est induite actuellement par la crise, alors on verra ce qu'il en est après. Et ça, je dois dire que Michel Barnier a été vraiment un excellent négociateur parce qu'il a pu garder l'Europe ensemble et pas empêcher les accords bilatéraux qui auraient tout détruit. Et là, on a une question de Madame Yvonne Chappelle et je vais demander à qui elle est dirigée. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais poser la question à Frédéric. Avant, et moi, je rappelle très bien quand il y a les problèmes en Irlande avec le nord et le sud, l'armée britannique était là, il y avait beaucoup de problèmes. Chaque soir à la télé, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé en Irlande. Quelque chose que, mettons, avant le référendum, nous n'avons pas entendu beaucoup de choses sur le sujet de la frontière. Qu'est-ce qui va passer après s'il y a un vote pour quitter l'Union européenne? Je voudrais savoir si
Frédéric, vous pensez que c'était que le gouvernement britannique n'a pas pensé de ça? Ou pour moi, je n'ai pas lu beaucoup de choses dans les journaux, les choses comme ça. C'était vraiment quelque chose qui était play down, si vous voulez. Graham Watson. Bah, je pense que la question, c'était plutôt à Frédéric Perrault, hein, Aussi. n'est-ce pas? Moi, ce que je peux dire sur cette question de la frontière irlandaise, c'est que je pense que beaucoup de monde, dont moi, pendant longtemps, on a sous-estimé, je pense, ce problème de la frontière irlandaise, probablement par méconnaissance de la situation en Irlande. Et je crains que ce soit quand même un peu le cas à Londres. C'est que je pense que ça n'a pas été nécessairement vu comme étant fondamental. Du côté de l'Union européenne, c'était fondamental parce que l'Irlande reste dans le marché intérieur et donc elle a fait valoir ses intérêts sur cette histoire de la frontière irlandaise. Et puis l'Union européenne s'est beaucoup investie quand même depuis 1998 dans la coopération transfrontalière pour transformer cette frontière de la guerre en frontière de la coopération. Ce qui ça est quelque chose de très européen. Et c'est peut-être ça qui explique aussi que, et j'évoquais tout à l'heure le livre de Barnier, mais c'est vrai, dans le livre de Barnier, il explique ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment, en Irlande, il prend conscience véritablement de ce que ça peut donner, malheureusement, ce qu'on a vu arriver ces dernières semaines, ce que je trouve très triste. Mais on sent effectivement que les tensions remontent. Mais je pense qu'il y a probablement, je pense c'est toujours pareil, hein, c'est une guerre que quelque part on a tous vécu, mais que moi j'ai beaucoup oublié, j'ai oublié assez vite, je pense. Et je pense que c'est une des choses qui explique effectivement cette impression qu'à un moment, on ne s'est pas préoccupé de la frontière. Et puis après, le problème, c'est que je pense que quand on décide de quitter l'Europe, il faut bien comprendre qu'on reconstruit une frontière et qu'on n'a plus l'habitude d'avoir une frontière entre les États européens. Et ça, c'est aussi ce qu'on a vécu avec le Brexit. Alors, j'ai deux questions que je vais lire ensemble et qu'après, vous pouvez répondre. Alors, est-il exact que malgré le Brexit, la recherche se fera toujours avec l'Union européenne? Ça, c'est une des questions qui a été assez discutée pendant le Brexit aussi. Et puis, une autre qui est quelles mesures peuvent être mises en place pour les PME face à ce dumping normatif, pour reprendre les termes de Mme Béraud, l'idée d'un guichet administratif, quel soutien, hormis étoffer son équipe de personnel qualifié comme la société Météor. Voilà, alors c'est encore, je ne sais pas, Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous demande des réponses courtes parce qu'on est, on est en train de finir pour que vous puissiez tous, pas rentrer parce que vous êtes à la maison, mais quand même puissiez aller manger. Frédéric. Alors, sur la recherche, oui, à condition, peut-être à condition que les universités britanniques ne soient plus nécessairement leaders dans les consortiums qui resteront des consortiums européens, donc avec quand même un sérieux risque de désorganisation d'un certain nombre de coopérations. Et sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire à part prendre du personnel qualifié? Il y a du personnel qualifié où vous avez actuellement des services qui sont proposés. Ouais. Ça, c'est une question qu'on disait, pas tout le monde peut faire comme Météor, de prendre du personnel qualifié pour faire face à ce grand défi. Je vais laisser John Litchfield et puis on va finir. J'avais une question qui était, tout le monde, quelqu'un tout à l'heure, et je pense que c'est Ivan Schaffer qui avait dit, la presse a peu parlé des problèmes entre l'Irlande. Moi, je dirais la presse britannique a été extrêmement pro-Brexit. John. Alors, John, oui? Il est là? Alors, je passe là, je passe
Graham Watson. Ben oui, je peux répondre. Oui, c'est vrai que la presse ou certains secteurs de la presse ont été très en faveur du Brexit. Il faut savoir que Rupert Murdoch a fait une campagne depuis 30 ans au moins contre le Brexit. Pourquoi? Parce que son père, c'était un agriculteur très important en Australie qui a beaucoup souffert quand la Grande-Bretagne a rejoint l'Union européenne. Et avec d'autres, avec les frères Barclay et d'autres, nous n'avons pas eu un vrai débat en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La presse continue à agir comme avant, mais au moins on sait, puisqu'il y a des exemples journaliers des dommages du Brexit, on sait qu'il y a eu des conséquences. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ne plus respecter les traités? C'est une possibilité, mais je ne crois pas. Il est possible d'ajouter le piquant et la grenadine au météore et de trouver un zoom immédiat, mais ça ruine la bière. Je pense que la Grande-Bretagne sait très bien qu'on doit vivre ensemble avec nos amis continentaux et ils ne vont pas trop le tester. Dernière question, Graham. On a parlé d'un deuxième référendum, Madame Sturgeon veut le faire. Imaginons que l'Écosse vote favorablement, qu'il en demande, qu'elle aura l'indépendance, qu'il aura une demande auprès de l'Union européenne. Est-ce que c'est viable? Est-ce que, par exemple, les Espagnols accepteraient une Écosse à l'intérieur de l'Union européenne face à une Catalogne, évidemment, qui serait tout de suite en train de sauter? Ben, sur une chose, les conservateurs sont très clairs. L'union, c'est une union volontaire. Sur une chose, Nicola Sturgeon insiste, c'est que si on fait un référendum sur l'indépendance, c'est que ça soit fait selon la loi nationale. Donc, que ça soit respecté par la communauté internationale. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner un référendum si l'indépendance ne comporte pas aussi une adhésion à l'Union européenne. C'est une adhésion difficile. L'Écosse, en termes de population, c'est comme le Danemark, la Finlande ou la Slovaquie. Mais en termes économiques, c'est plutôt comme la Slovaquie. Donc, il y a un prix à payer. Mais je n'exclus pas que ça se fait puisqu'il semble que les conservateurs britanniques tournent le dos vers l'Écosse et vers l'Irlande du Nord. Merci beaucoup, Graham Watson, et nous espérons effectivement que ça se fasse vite, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans une belle Wingstube à Strasbourg, et on aimerait vous y retrouver bientôt, un de ces jours. En tout cas, après la pandémie, peut-être on fera une réunion présentielle et on aimerait beaucoup vous avoir à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Je voulais remercier Jack Hanning qui a préparé ce débat avec Annette et Jean-Claude Thierry, et aussi Nino Boreas, c'est notre stagiaire qui n'est pas visible, mais qui a énormément travaillé pour qu'on puisse faire cette conférence avec beaucoup de monde, avec beaucoup de succès, avec des intervenants fantastiques et avec aussi vous qui assistez, absolument extraordinaire, parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire. Et merci beaucoup à tous les membres de la MESA d'être toujours aussi présents avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, Graham. Et merci beaucoup, Edouard Hague. Et on te souhaite beaucoup de courage dans ce défi économique.